Alors on se retrouve pour une nouvelle salle et on va continuer le réseau. Comme vous le savez, on avait commencé à parler des protocoles. On va revoir le HTTP, le FTP, le POP, le SMT, l'IMAP. Donc certains nous permettent d'aller sur Internet, d'autres de télécharger, téléverser des fichiers, hein, et on a des serveurs de messagerie. Ok, on a plusieurs types de serveurs de messagerie pour s'envoyer des mails. On verra aussi le client Telnet, hein, tous ces vieux protocoles, mais c'est bien de comprendre et commencer avec des protocoles simples, ok? Comment ils fonctionnent sous le capot, parce que le but aujourd'hui, ça sera pas de mémoriser les commandes du protocole, hein, mais plutôt d'examiner plus en profondeur le protocole, comment il fonctionne, ok? Et on va faire de la ligne de commande, parce que bon, c'est bien de savoir comment votre navigateur fait fonctionner le World Wide Web, ok, ou comment le World Wide Web fait fonctionner votre navigateur Internet via la GUI, hein, via l'interface graphique, mais c'est bien aussi de savoir comment ça se passe naturellement en ligne de commande, ok. Donc on va commencer par le telnet et le but dans cette discussion, ça sera de rappeler un petit peu les fonctionnements, hein, les détails qu'on aurait omis et revoir aussi également les problèmes de sécurité, ok, puisque à chaque protocole, malheureusement, il y a des problèmes de sécurité. Le plus connu, hein, et le plus effectif pour un attaquant, c'est de sniffer les paquets réseau et de venir récupérer tout simplement les mots de passe qui sont transmis en clair et qui ne sont pas chiffrés. Donc Telnet, je vous en avais déjà parlé maintes et maintes fois, hein, on va pas tout revoir, mais voir un petit peu la couche, comment ça fonctionne, hein, et comment les données sont transmises brièvement. Ok? Donc le protocole Telnet, en fait, c'est un protocole de couche d'application utilisé pour se connecter à un terminal virtuel d'un autre ordinateur, en fait. À l'aide de Telnet, un utilisateur peut se connecter à un autre ordinateur et accéder à son terminal pour exécuter des programmes, démarrer des processus, hein, par batch, par lot, effectuer des tâches d'administration système à distance. D'accord? Le protocole Telnet est relativement simple. Lorsqu'un utilisateur se connecte, il lui sera demandé un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une authentification, une fois faite, l'utilisateur accédera au terminal du système distant. Malheureusement, toute cette communication entre le client Telnet et le serveur Telnet n'est pas chiffrée, hein, ce qui fait une cible facile pour un attaquant. On est d'accord? Donc, un serveur Telnet, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il utilise le protocole Telnet du même nom pour écouter les connexions entrantes sur le port 23. Hein, vous devez apprendre par cœur. Veuillez noter que le port Telnet n'est pas ouvert sur la machine virtuelle cible. Ok? Donc là, je pense qu'on va se baser sur leur exemple, vu que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu ouvrir le port. Je pourrais pas vous faire une démo. Donc, considérons l'exemple suivant. Un utilisateur se connecte au Telnet dit, un serveur Telnet. Quelles sont les étapes? Alors, on va partir du principe qu'il s'appelle Franck. Ok? Donc, d'abord, lui demander de fournir son nom d'utilisateur. Ok? Et on y va rentrer Franck. On est d'accord? Ensuite, on lui demande un mot de passe. On voit qu'on lui met des majuscules de XC9, grand C, petit g, grand D. Ok? Le mot de passe n'est pas affiché à l'écran. Cependant, nous l'affichons ci-dessous à des fins de démonstration. Ok? Première étape, il rentre Franck. Ensuite, il rentre son mot de passe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on arrive sur la cartouche, hein, du serveur. Donc la cartouche en programmation, vous le connaissez, que vous ne connaissez peut-être pas, mais généralement, bah voilà, quand on code, hein, on a une sorte de cartouche où on va indiquer toutes les informations, hein, sur notre programme, quand est-ce qu'il a été fait, par qui, qu'est-ce qu'il fait très simplement, le numéro de version et tout ça. Ça, c'est une cartouche de programmation. Là, c'est plus une cartouche système. Ok? Au lancement, quand vous vous connectez, vous arrivez sur la mire de connexion et que vous avez rentré le bon utilisateur et le bon mot de passe, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le système qui se présente à vous. Ok? Qui dit, hey, coucou, je suis Ubuntu 20.04.3 LTS, hein, je tourne sur un noyau Linux générique en 5.4.0.84. J'ai une version x86 et je suis, enfin une architecture, pardon, x86 au niveau de mon processeur et je suis en 64 bits. Ok? Si tu as besoin d'un peu de documentation, va voir là. Si tu veux me gérer, va voir les Canonical. Et voilà, le support si tu as besoin d'aide. Et tiens, je te donne la date, je te donne ma charge système, ma charge mémoire, ok? Mon swap,
Hein. Pour rappel, le swap, qu'est-ce que c'est? C'est cette technique qui permet d'utiliser un disque dur ou un SSD pour décharger la RAM, hein, quand elle est pleine. Ok? Donc si jamais on dépasse les 6 Go 35 de mémoire allouée, hein, eh ben, le disque dur prend le relais. Ok? Et le swap, c'est fixe. Hein. Donc on a des problèmes, c'est le but des ingénieurs système, des administrateurs système, c'est de nettoyer le swap, ok, qui est une sorte de énorme fichier d'échange, un dossier de fichier d'échange, parce que si le swap arrive à 100%, la machine elle crash, ni plus ni moins, ok? Pourquoi? Parce que la mémoire est saturée, le swap est saturé, la machine tombe, ok? Donc le but c'est de faire des rotations de logs, étudier les logs, hein, pour la sécurité, ensuite les exfiltrer ailleurs, effacer les logs, hein, et effacer le swap, ok? Puisque ça se refait pas au démarrage, ok? Le seul endroit Linux redémarre, enfin, nettoie le disque dur, c'est dans le TMP, le fichier temporel, ok? C'est pour ça que nous, hackers, en tout cas Pentester, hacker c'est un bien grand mot, on met nos charges utiles dans le fichier TMP. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'écrire et on va pouvoir pirater la machine. Mais si on veut pas de persistance, ça va être extrêmement utile puisque dès que la machine sera redémarrée, ça va effacer nos traces, tout simplement. Donc le nombre de processus, le nombre d'utilisateurs connectés et l'adresse en IPv4. Ok, donc je prends le temps, hein, mais bon, ça devrait couler de source, pas bien compliqué. Hein, s'il y a des mises à jour à faire, et il nous demande, bah oui, s'il y a un restart required, hein, donc un redémarrage euh, qu'il y a besoin, et il nous dit qu'on a reçu un mail. Ok, puisque sous Linux, encore plus que sous Windows, pour chaque événement, l'administrateur peut s'envoyer des mails. Ok, l'ordinateur détecte que on arrive à 80% du swap, le sysadmin va configurer et va recevoir un mail sur son téléphone, ok, sa boîte mail, qui va lui dire, hé Coco, fais gaffe, connecte-toi en SSH à la machine là, parce que le swap, ça commence à être élevé, ça craint. Sinon la machine elle va cracher dans quelques temps. Ok? Donc vous voyez comment, grosso modo, hein, ça permet d'administrer, mais on le fera en SSH, on le fera jamais en Telnet. Telnet, je vous disais, c'est un protocole qui a plus de bientôt 50 ans, quoi. Donc faut arrêter avec le Telnet. Donc, vous voyez que c'est extrêmement fonctionnel, hein. Ça fait tout le boulot qu'on peut faire en SSH. Sauf que le SSH est chiffré. Le Telnet ne l'est pas. Donc on voit que ça nous donne accès au terminal du système distant en un rien de temps, hein. Ce n'est pas un protocole fiable pour l'administration à distance, car toutes les données sont envoyées en texte clair. Et c'est bien le problème. Dans la figure ci-dessous, nous avons capturé le trafic généré par Telnet. Ok, on a utilisé notre ami Wireshark, ok, que je vous ai déjà présenté, et vous allez voir qu'il est facile de trouver le mot de passe. Hein. On va aller sur le flux en TCP, hein, et on va demander de suivre le stream de données, le flux de données, et en analysant le flux de données, vous allez voir qu'on récupère tout. Hein. Les données sont en ASCII, échangées entre notre ordinateur et le système distant. L'ASCII, bah, c'est un système d'encodage, comme vous le savez sûrement. Le texte en rouge et le texte que nous voyons est en bleu. Hein. Donc, vous vous rappelez, rouge client, euh, bleu backend, pardon, le système, le serveur, et vous allez voir que le nom d'utilisateur a été renvoyé. Ok? On a fait un écho pour les afficher dans notre terminal. Toutefois, le mot de passe ne l'était pas. En d'autres termes, si quelqu'un nous regarde taper, il ne pourra pas voir les caractères du mot de passe à l'écran. Donc oui, ok, d'accord. Mais par contre, il le verra en sniffant les paquets réseau. Ok? Et les hackers, ils sont invisibles, ils sont sur le réseau. Ok? Ils sont pas derrière votre écran avec une capuche à vérifier ce que vous tapez. Vous l'avez bien compris. Ok? Donc, vous voyez, hein, il y a un total dédoublement là au niveau du bento login. Ok? Après, c'est à vous de connaître toutes les spécificités et de savoir qu'on parle d'écho. Eh ben oui, ça fait un écho parce qu'il faut l'afficher également sur l'écran. Donc, vous voyez bien que si on prend que le rouge, c'est Franck. Si on prend que le bleu, hein, c'est Franck également. Mais c'est normal, puisque le client, c'est le rouge et le serveur, c'est le bleu. Ok? Donc là, vous voyez ce qu'a tapé le client, à savoir Franck, et tout ce qui est en bleu, bah, c'est le serveur.
ok, qui est envoyé pour l'afficher naturellement dans notre terminal. Ok? Et vous voyez qu'une petite conversation comme ça, c'est tout petit. Hein. Ça fait 1,304 bytes. Hein. Donc, vous voyez que on peut tout à fait enregistrer toutes vos communications à longueur de journée. C'est ce que font certaines sociétés. Et tout ce que vous faites avec votre ordinateur, c'est logué. Hein. C'est logué, c'est enregistré. Et bah voilà, ils savent tous les sites que vous consultez, ce que vous faites en temps et en heure. Ok? Donc pareil, quand vous êtes salarié d'une entreprise, pensez à tout ça, hein, ce qu'on peut faire hein, sur votre petite personne. Si votre patron est pas très scrupuleux, honnêtement, il peut tout faire. Et généralement, il le fait. Alors, tu m'envoies ça. Reste calme. Ok, je n'ai pas envie de partir à Babelwed. Bon, donc ça c'était Telnet. C'est intéressant. Maintenant, on va voir le HTTP. Mais terminons là-dessus. Donc, savoir que le telnet n'est plus considéré comme une option sécurisée. En particulier que toute personne capturant votre trafic réseau, comme on vient de le voir, pourra découvrir vos noms d'utilisateurs et de mots de passe, ce qui lui donnerait accès au système distant. L'alternative sécurisée, comme je vous le disais, je vais vous présenter, pardon, ça sera le SSH. OK? Secure Shell. Et comme son nom l'indique, il est sécurisé parce qu'il est chiffré. Alors, Telnet commande pour se connecter. Hein, donc, quel port, pardon, je vais y arriver. Vers quel port le Telnet commande avec les paramètres par défaut? Hein, bah, 23, hein, on l'a vu, c'est le port classique. Ok, revoyons un peu le HTTP, parce qu'il faut marteler, 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 marteler. Ok, donc, on avait vu ce principe de handshake, hein, vous vous rappelez, le freeway handshake qui permet de connecter quoi? Eh ben, deux machines en TCP. Ok? Là, le HTTP, c'est un peu différent, mais c'est toujours ce principe de poignée de main. Ok? On va se dire bonjour, s'envoyer des fichiers, recevoir des fichiers, dire à l'autre, j'ai bien reçu. Au revoir. Ok? Donc le protocole HTTP, ça permet, bah oui, de faire fonctionner le World Wide Web. Hein, c'est ce qui vous permet de naviguer au quotidien. Ok? Mais c'est transparent pour l'utilisateur. Nous, on va voir un petit peu plus en détail. Donc votre navigateur web, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte au serveur web, il utilise HTTP pour demander des quoi? Des pages HTML, et notamment il y a des images, entre autres, hein, d'autres fichiers, des formulaires, et vous pouvez également, à partir du serveur, télécharger divers fichiers. Chaque fois que vous naviguez sur le World Wide Web, www, vous utilisez certainement le protocole HTTP. Après, vous savez que c'est le HTTPS qui est chiffré. Mais il y a encore plein de serveurs hein, qui tournent en HTTP. Ok? Donc l'image ci-dessous montre un client demandant la page HTML, index.html, que le serveur web fournit. Ensuite, le client demande une image qui s'appelle logo.jpg et le serveur web l'envoie. Hein, techniquement, on fait un get sur l'index. Le serveur répond, dit ah, tu veux l'index HTML, tiens, charge-le dans ton navigateur. La page hein, s'affiche. Ensuite, l'utilisateur clique sur logo.jpg hein, qui est présent dans image. Ça fait un get pour aller récupérer la valeur, enfin la donnée, et le logo.jpg revient vers le client. Ok? Donc ça, c'est vraiment les bases, il n'y a rien de compliqué, mais il faut comprendre hein, pourquoi on utilise une méthode get. On utilise tout le temps une méthode get hein, pour aller requêter et récupérer des données ok, sur un serveur. Donc HTTP envoie et reçoit des données en texte clair aussi également, donc ça veut dire qu'elles sont non chiffrées. Par conséquent, vous pouvez utiliser un outil simple tel que Telnet ou Netcat pour communiquer avec un serveur web et agir comme un navigateur web. La principale différence est que vous devez entrer les commandes liées à HTTP au lieu que le navigateur web le fasse pour vous. Ok? Donc techniquement, on l'a vu, c'est ce qu'on appelle du banner grabbing, hein, et je vais vous montrer un petit exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va aller dire? Bah, Telnet, ok? Son adresse IP. On sait que c'est un serveur HTTP, donc port 80, ok? Et là, je lui dis get, ok? Méthode. Je lui dis tu vas à la racine, hein, aux routes, et on va communiquer avec la dernière norme. Donc HTTP 1.1, ok? Et pour le rassurer, je lui dis écoute, t'inquiète pas, je suis un ami, je m'appelle Telnet. Deux fois entrée.
ok? Et on voit que le serveur nous répond et c'est un serveur Nginx, ok, Ubuntu 1.18. Donc là, moi, pour ma recon, c'est parfait. Je sais qu'il est ouvert sur le port 80, ok, et je récupère la version Nginx, ok. J'ai son e-tag. Qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant? Et je récupère ce qu'il y a sur la page. Sur la page, il y a écrit quoi? Il y a écrit Coming soon. Ok, welcome to my server coming soon. Et j'ai le viewport et le metacarset. Je sais que c'est encodé en UTF-8. Comment je peux vérifier? Bah, tout simplement. Bouge de là, s'il te plaît. Si je vais sur le serveur, qu'est-ce que je vois? Exactement ce qu'on a vu. Coming soon, welcome to my server. Ok? Et ce qui est logique, parce que si on regarde le code source, hmm, on a- le coming soon, c'est du H1. H1, c'est le premier truc qui apparaît hein, en HTML dans votre page. Ok? Et le title, à l'inverse, le title apparaît dans l'onglet de votre navigateur web. Et le title, c'est quoi? C'est le Welcome to my web server. On voit bien comment il est composé. On a le head et on a le body. Dans le body, bah pour nous, c'est quoi le body? C'est ça? On voit bien, on a le coming soon. Et dans le head, on a quoi? On a bien le Welcome to my web server. OK? Et ce qui est logique, en HTML, on a quoi? On a tout le temps le header, en haut, comme un bonhomme. OK? On a le corps, hein? C'est ce qui est au centre, le body. Et tout en bas de la page internet, des fois, on a le foot ou le footer. OK? Les pieds. OK? Et généralement, vous avez copyright, ce site appartient à ta 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 ta. Le site a été créé en 2021. OK? Ça, c'est le footer. Généralement, vous voyez souvent quand vous allez sur un site web, tout en bas, vous avez un footer bien spécifique. Là, j'ai le footer. Pour cette page, c'est quoi le footer? Bah, ça me dit, écoute, la salle a été créée par Try Avec Me et Strategos et seulement les subscribers peuvent développer et utiliser cette salle. Ok? Si je regarde le code source, en théorie, alors ça dépend comment ils l'ont codé. Ah là, ils ont fait une classe. Ok, bon, mauvais exemple là ici, mais voilà, ok, c'est ce principe. Retenez head, body, footer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ok? Donc même quand on parle en termes de tram IP, de paquet réseau et tout ça, on parle d'en-tête, c'est le header, hein, donc c'est le début, ok? L'encapsulation, c'est comme une gélule, ok? Ou c'est comme des poupées russes, on va dire, ok? L'encapsulation réseau, c'est comme des poupées russes. Et le header, eh ben, en fait, c'est la poupée russe hein, qui va arriver en premier et qui va permettre d'analyser en fait hein, d'où vient, quelle est la source, quelle est la destination et tout ça. C'est ce qu'on appelle le header IP. Ok? Et après, on va encapsuler. Donc, je vais prendre une grosse poupée russe et là-dedans, je vais en mettre une plus petite et dans l'autre, je vais en mettre encore une plus petite, plus petite, plus petite, plus petite. Vous avez bien compris qu'à la fin, on a différentes couches. Le principe d'encapsulation, c'est les poupées russes, ok, pour n'importe quel protocole. Et pourquoi on parle d'encapsulation? Parce que si je dois récupérer la data, hein, elle est au plus profond des poupées russes, ça veut dire qu'il va falloir que je les ouvre les unes après les autres. Et qu'est-ce que je vous ai dit? On passe d'une couche supérieure ou inférieure à une autre. On ne peut pas en sauter. Et ben c'est pareil pour un paquet réseau et pour une trame IP. Ok? Ils ont été encapsulés avec l'ensemble des poupées russes. Ça veut dire l'ensemble des couches du modèle TC IP. Ok? Donc pour accéder à une information, eh ben, il faut que j'accède à l'ensemble des informations. Et c'est ce principe de poupée russe. Ok? Pour vous faire une métaphore. Ok? Tant que j'ai pas ouvert toutes les poupées russes, je ne connais pas la taille finale de la petite poupée. Ok? Quelle taille elle fait? Puisqu'on peut en mettre toujours une dans une plus petite dans une plus grande. Ok? Donc vous voyez où je veux en venir, mais c'est ce principe. Et ce principe de head, body, foot. Allez, je m'arrête là pour que ça soit clair. Donc là, on voit bien qu'on arrive sans problème à récupérer. Je pourrais tout à fait demander l'index. On va recommencer la commande, sauf que cette fois-ci, je lui dis get, et là, je lui dis, tu vois, tout à l'heure, tu m'as demandé la racine, là, je te demande à la racine de taper l'index
.html. Hein, et tu me le récupères, t'es gentil. Ok. Ok. Coming soon, il nous le récupère aussi. C'est normal, c'est le même fichier. D'accord, donc vous voyez bien maintenant la corrélation, j'espère que vous êtes à l'aise. Hein, quand je parle de la racine, c'est quoi la racine? Alors, revenons sur... Ah merde, je l'ai fermé, autant pour moi. Ok. Adresse IP, là on a quoi? On a la racine, ok? Donc quand je fais un get racine, je fais un get là-dessus. On est d'accord? Quand je fais un get racine index HTML, il y a quoi? Il y a le nom de domaine. Ici, c'est quoi? C'est une adresse IP, c'est pas un nom de domaine. Il y a la racine. Et je demande quoi? Via le telnet, un index.html. Rien ne change. C'est le même. Automatiquement, quand vous allez à la racine, même si vous l'affichez pas, il charge automatiquement l'index.html, comme n'importe quel site web. Ok? Donc maintenant, j'espère que c'est un petit peu plus clair dans vos têtes, surtout pour les gens qui débutent, hein, parce que c'est vrai que du fois, en termes de réseau, entre les commandes qu'on tape dans son terminal et après ce qui se passe réellement dans notre navigateur web, on a du mal à appréhender les choses, à comprendre. Ok? Donc là, vous voyez bien ce principe de chemin, hein, vraiment, la partie la plus importante de votre navigateur web, c'est justement le chemin que vous utilisez tous les jours. Mais vous tapez des trucs et vous saviez pas ce que c'était. Hein, avant d'apprendre le réseau, vous saviez pas ce que c'était un nom de domaine, qu'on pouvait préciser un port, ok? Que je pouvais me balader à la main. Je n'ai pas besoin d'attendre que mon navigateur le fasse. Je vais pouvoir faire des LFI, des RFI, ok? Donc ça, c'est vachement important. On voit que c'est extrêmement utile. Et naturellement, ce qu'on ne voit pas, ce qui est sous le capot, que je peux voir uniquement avec les outils de développeur et voir les infos, avoir la page source, avoir les certificats, ok? Tout ça, ça va être des informations extrêmement utiles, ok? Surtout quand on attaque un serveur web, enfin une application web, ok? Donc voilà, j'espère que vous voyez un petit peu mieux. On continue notre petit chemin. Donc tout ça, bah, c'est ce qu'ils ont fait, hein, c'est ce qu'on a fait également. Ok? Donc dans l'exemple, nous verrons comment nous pouvons demander une page à partir d'un serveur web. C'est ce qu'on a fait, hein. On a vu la version du serveur web. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On a un serveur qui tourne sous Ubuntu. C'est un serveur Nginx, ok? Et en 1.18.0, quelque chose comme ça. Ok? Donc on a choisi Telnet parce que c'est un protocole simple, en outre et il utilise du texte clair pour la communication. Nous utiliserons Telnet au lieu du navigateur web pour demander un fichier au serveur web. Donc techniquement, c'est exactement ce qu'on a fait là. Hein, euh, plus haut, ok. Et qu'est-ce que ça nous permet? Eh ben, ça nous permet de faire pas mal de choses sur ces types. Ok? On a besoin d'un serveur HTTP, serveur web et d'un client HTTP, un navigateur web pour utiliser le protocole HTTP. Le serveur web servira un ensemble spécifique de fichiers au navigateur web demandeur. Ok? Donc on a Apache, Service Internet, I2S de Microsoft et Nginx. Ok? C'est vraiment trois chats populaires, énormément. Ok? Donc Apache et Nginx, c'est le côté, pardon, libre, open source, et I2S, si c'est Microsoft, bah, je pense que vous connaissez la réponse. C'est un logiciel en closed source, en source fermée, et il faut payer une licence. Argent, beaucoup d'argent. Donc il existe de nombreux navigateurs web disponibles. Au moment de la rédaction de cet article, les navigateurs web les plus populaires sont Chrome par Google, hein, que je vous déconseille d'utiliser. Utilisez Chromium, hein, qui est libre et qui est basé, enfin Chrome est basé sur Chromium, hein, puisque vous avez toute la télémétrie. Google vous espionne constamment via Chrome, donc arrêtez Chrome, utilisez Chromium, qui est mieux, qui tourne mieux, qui a les mêmes mises à jour, les mêmes patchs de sécurité, ok? Sauf que ça, c'est le monde libre, ok? 2008. Maintenant, ils ont arrêté. Ils développent leur propre version. OK? Et Google développe sa propre version qui s'appelle Chrome. OK? Mais utilisez ça. Ça, c'est le vrai navigateur. C'est la version propre. Vous, Chrome, c'est quoi? C'est un Chromium buggé, euh,
par Google pour vous espionner via de la télémétrie. Donc n'utilisez pas Chrome, utilisez Chromium. Et Chromium est disponible partout, ok? Mais surtout, ne rendez pas service à ces enfoirés de Google. Merde, je suis sur YouTube, je devrais pas dire ça. On va me réduire mon nombre d'abonnés, putain. Oh putain. Oh, je vais arrêter de gagner 5 000 € par mois à cause de ma chaîne. Oh, non, mon Dieu. Ouais, hein. Franchement, faites un petit doigt d'honneur à Google, même si je remercie YouTube. Ça me permet de m'exprimer et de vous faire c'est quoi. Bref, plus sérieusement, Edge, bah, c'est la même chose, hein. C'est un Chromium modifié, backdooré par Microsoft. Firefox, vous pouvez y aller. Mozilla sont sérieux. Safari par Apple. Ouais, faites ce que vous voulez. Bon, bref, continuons. Brave, utilisez Brave, ok, ou utilisez Opera. Opera GX, moi c'est celui que j'utilise, que j'aime beaucoup. Bref, les navigateurs web sont généralement gratuits. Et si c'est gratuit, généralement, c'est vous le produit. Ah non, ça ils le disent pas, pardon. Donc, les géants de la technologie se battent pour une part de marché plus élevée, hein, à chaque fois pour leur navigateur. Donc, posez-vous des questions, encore une fois. Donc, on va se lancer la petite machine virtuelle attachée. Depuis le terminal Attackbox, on va se connecter et on va récupérer le fichier flag, pas de problème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose, sauf que je lui dis get, c'est quoi? Là, tu as un truc qui s'appelle flag.dhn à la racine, hein. On va toujours communiquer avec la dernière norme HTTP, ok? Et host, je veux dire Toto le hacker, quoi. Ok? Et vous voyez bien qu'on n'est pas obligé de mettre telnet. Vous mettez ce que vous voulez. Ok? Par contre, ça sera enregistré dans les logs avec le serveur. Ok? Donc on verra que le host Toto le hacker et pas telnet c'est connecté euh, à la machine. Donc mettez un truc bidon générique. Ok? Ne mettez pas votre blase. C'est de l'humain. Donc on a notre flag. On va pouvoir. Pourquoi il ne m'a pas copié ça? Ok, donc j'espère que le telnet, c'est clair. Maintenant, on va passer au FTP. Pareil, qu'on voit tout le temps, 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 tout le temps. Ok. Je vais peut-être diviser la vidéo en deux. Hmm, voilà, on va faire ça. On va faire ça vite fait. Donc, comment ça fonctionne? On a le FTP, ok? F pour file, T pour transfert, P pour protocole, ok? Donc, le protocole de transfert de fichiers a été développé pour rendre efficace, pardon, le transfert de fichiers entre différents ordinateurs avec différents systèmes, ok? Quand on parle de transfert, ok, on parle de quoi? D'upload, ok? Ce qu'on appelle téléverser en bon français, et de download. On va télécharger un fichier. OK? Donc, le FTP envoie et reçoit également des données en texte clair. Par conséquent, eh ben, nous pouvons utiliser Telnet ou Netcat pour communiquer avec un serveur FTP et agir en tant que client FTP. OK? Donc, typiquement, on va se connecter à un serveur FTP à l'aide d'un client Telnet ou Netcat. Là, on veut utiliser Netcat, hein, pour varier les plaisirs. Étant donné que le serveur FTP, il écoute non pas sur le 23, mais sur le 21, vous devez le connaître par cœur. On va fournir le nom d'utilisateur, user Franck, ok. Donc là, on voit qu'on utilise des clés et des valeurs, ok. Clés, valeurs, ok. Donc on a deux clés, deux valeurs. Enfin, deux commandes, ok, appelez-la comme vous voulez. Parce que nous avons fourni, pardon, le nom d'utilisateur et le mot de passe correct, nous sommes connectés, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Eh ben, on a une commande qui s'appelle stat, qui va nous permettre de récupérer des informations, hein. Donc, vous pouvez avoir des informations supplémentaires. On a système, donc syst, qui affiche le type de système, hein, de la cible. Unix dans l'exemple, hein, puisqu'on sait que c'est un serveur Linux. Linux, Unix, GNU. Passe, donc ça c'est pas SV ou passif, hein, vous me voyez tout le temps le taper, c'est pour passer sur le mode passif. Donc ça, c'est vraiment important, il faut que vous compreniez ça, sinon vous allez être galéré dans les CDF en fait. C'est qu'on a deux types de modes en fait pour le FTP. S'il y a le passif, il y a également le actif. Donc le mode actif, c'est quoi concrètement? Les données sont envoyées sur un canal distinct, hein, provenant du port 20
du serveur FTP. C'est pour ça que le FTP, en réalité, on dit tout le temps le 21, ça dépend du mode, ok? C'est le 20 et le 21. Et en mode passif, les données sont envoyées sur un canal distinct provenant du port d'un client FTP au-dessus du numéro de port 1023. Donc c'est pas les common ports. Ok? Donc on voit bien que le FTP, en fait, c'est le 20, le 21 et quelque chose d'autre. Ok? À minima, si c'est au-dessus du numéro de port, le dernier on a vu 1023, donc ça sera le 1024e. Ok? Donc, si je tape c'est le cas de le dire, si je rentre la commande type A, je bascule sur le mode de transfert en mode ASCII, hein, ça c'est en termes d'encodage, et on a également le type I. Alors I, c'est pour passer en mode binaire, ok? Ça bascule le mode de transfert de fichiers en binaire. Ça va nous permettre de jongler sur quoi? Eh ben, sur la récupération tantôt de fichiers en ASCII, ok? Tantôt de fichiers en binaire. Parce que des fois, on préférera récupérer les fichiers en binaire pour pouvoir soit les analyser, soit piper ça, soit les rerouter, rediriger le fichier en binaire dans un autre programme, ok? Pour parvenir à nos fins. Mais on verra ça plus tard, je ne vais pas vous embrouiller, ok? Mais pensez ça, ok? Stat, fournit les informations supplémentaires. Syst affiche le type de système de la cible. Pas SV ou passive, passe en mode passif. OK? Actif, vous êtes en mode actif. Type A, transfert de fichiers en ASCII. Et I pour binaries. OK? Alors, on va voir ça, autant pratiquer. Mais comment ça fonctionne concrètement? Bah, dans l'image ci-dessous, on a quoi? On a notre client, notre serveur FTP. Et là, vous voyez que c'est extrêmement simple, hein. On a le control channel, c'est la connexion. Et ensuite, on a le data channel, c'est l'échange, ok, de données. D'accord? Donc ça, c'est une communication bicanale. Ok? On a deux canaux de communication, comme je vous le disais. Hein. Donc pour garder les choses simples, on va se concentrer uniquement sur le fait que le client FTP initiera une connexion à un serveur FTP qui écoute sur le port 21 par dépôt. Ok? Donc il initialise la connexion via le control channel, hein, le canal de contrôle de communication sur le port quoi? TCP 21. Ok? Toutes les commandes seront envoyées via le canal de contrôle. Une fois que le client demande un fichier, une autre connexion TCP sera établie entre les deux et les détails de l'établissement de la connexion du canal de données dépassent la portée de cette salle. Ok? C'est un petit peu plus complexe dans les faits, mais retenez ça. Ok? Donc, compte tenu de la sophistication du transfert de données via FTP, utilisons un client FTP réel pour télécharger un fichier de texte. Nous avons besoin que d'un petit nombre, hein, de commandes pour récupérer le fichier. Après nous être connectés avec succès, nous obtenons l'invité FTP pour exécuter diverses commandes FTP. Nous utilisons ls, hein, comme si on était présent sur la machine, pour se balader dans les répertoires et en savoir un peu plus sur les noms de fichiers. Et on peut passer en mode ASCII, hein, puisqu'il s'agit de fichiers texte non binaires. Et finalement, on peut faire un get sur le nom du fichier pour récupérer via le canal de transfert de fichiers et récupérer le fichier, ouais, je vous disais, entre le client et le serveur. Ok? Donc testons ça, si vous voulez bien. C'est exactement ce qu'il vous montre là. Ok. Donc reprenons. FTP plus le serveur qui nous indique. On a vu que dans notre exemple, on se connecte en tant que Franck. Ok. Ah, je mets un C. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est bien reparti. Tant pour moi. Passe. Donc, j'ai. Il y a un blanc. C'est ça doit être le blanc. On va le copier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte via FTP, on met l'adresse IP. Dans notre exemple, on a vu que c'est Franck qui se connecte. Ok, on est connecté. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement? Bon, on peut faire un ls. Ok, vous avez vu.
Donc, port command successfully, fail to establish connection. Qu'est-ce que je vous ai dit en passant? Parce que ok? J'aurais pu taper tout à fait PASV. Ok? Passive aussi marche. Ok? Donc ça, pareil, soyez à l'aise avec ça. On passe souvent en passif pour pouvoir lister. Maintenant, je peux lister. Le LS marche. Ok? Si je suis pas en mode passif, eh ben, le LS ne fonctionnera pas. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire un cat sur mon FTP flag. Il va falloir le récupérer via un get. Voilà. Mais je vous montre quand même. PHP. Ok? Invalid command. Cat, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? On a vu qu'on pouvait rentrer des commandes à un titre d'information. Je peux faire stat. Ok? Ok? Stat, ça passe. Là, on a toutes les informations supplémentaires. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un sys. Ok? Il me dit, ouais, écoute, code 215, t'es sur un Unix type en L8. Ok? Et qu'est-ce qu'on a vu? Bah, ce principe passer en mode ASCII. Ok? Donc, je vais lui dire un type A. Ok? Type A, tu veux pas? Tu veux une majuscule? Une no mode? Ok. Là, il veut pas le changer. Étrange. Ok. Bon, bah écoutez. Là, je sais pas, il n'y a pas la bascule du mode de transfert de fichiers. Euh... Ouais, bizarre. Je sais pas pourquoi. Mais doit y avoir des possibilités. Je sais pas pourquoi ça bug. Ça bug, mais je vous le montre quand même. Ok. L8, passive mode, type A. Il te vous dit ASCII mode. Ok. Le stat. Bah, les stats, un peu plus détaillés. Hein. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va faire ce qu'il nous demande. Hein. Plus précisément, on va récupérer le fichier. Donc, qu'est-ce que je fais? LS, je suis dans le répertoire. PWD, je pense pas que je puisse le faire si home frank. Ok, donc je suis dans home frank et là je veux récupérer quoi? Je veux récupérer FTP. Je pas l'autocomplétion. Ok, et là, bah, j'ai ouvert le binaire, hein. Le mode binaire, ça c'est pour le transfert et le transfert est complete. Et hop, je sors, goodbye, ou je peux lui dire goodbye moi aussi parce que je suis poli. Et LS, on a quoi? On a un fichier qui a été exfiltré sur mon Kali Linux. Et maintenant, on peut le lire. Maintenant, je peux faire le cadre. Ok? Donc, rien de bien compliqué, mais pareil, bien comprendre tout ça. C'est mécanique. Alors, maintenant, on va se faire un peu de messagerie. On va voir comment ça fonctionne techniquement. Ok? Donc, on a plusieurs protocoles de messagerie, hein. On a le Post Office Protocol 3, on a l'Internet Message Access Protocol, IMAP, on a le SMTP, le Simple Mail Transfer Protocol. Ok? Et le SMTP, ça sera très utilisé. Ok? Qui contrôle le SMTP contrôle une partie du réseau. Ok? On va pouvoir spammer, faire des attaques de phishing. Ok? Si je pirate le protocole SMTP et les serveurs SMTP d'une entreprise, je vais pouvoir envoyer au nom du PDG des mails de remerciement avec une pièce jointe qui sera infectée. Ok? Et là, en termes d'ingénierie sociale, il n'y a rien de mieux. Ok? Donc, les hackers ont tout intérêt à pirater le SMTP, le POP3, l'IMAP. Ok? C'est ce qu'on va voir. Pas au niveau du hacking, mais au niveau du fonctionnement basique. Encore une fois, on fait que survoler. Vous savez très bien que c'est bien plus compliqué. Il faudra creuser, aller récupérer des ressources. Techniquement, on a quoi? Ok, on a le courrier électronique. En fait, c'est l'un des services les plus utilisés sur Internet. En fait, il existe différentes configurations pour les serveurs de messagerie. Par exemple, vous pouvez configurer un système de messagerie pour permettre aux utilisateurs locaux d'échanger des mails entre eux sans accès à Internet. Cependant, on examinera la configuration plus générale où différents serveurs de messagerie se connectent sur Internet. Ok, donc la remise d'email sur Internet nécessite les composants suivants. On a un agent de soumission du courrier, hein, qu'on appelle un MSA.
On a l'agent de transfert de courrier qu'on appelle un MTA, l'agent de remise du courrier qu'on appelle un MDA, un Mail Delivery Agent, Mail Transfer Agent, Mail Submission Agent, et enfin on a le Mail User Agent, c'est-à-dire agent utilisateur de messagerie, qu'on appelle le MUA. Ok? Donc ces quatre termes ci-dessous peuvent sembler un peu cryptiques, hein, un peu chiffrés, un peu compliqués, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraisse, en fait, hein. Donc vous allez voir dans cette figure. Ok? Donc je vais dézoomer un peu. Voilà, que vous ayez tout. Voilà. Donc c'est chiant cette banderole là. Ok? Donc on a deux MUA, hein. On a les agents utilisateurs de messagerie qui sont là. Ok? On a quoi? On a un MSA, donc l'agent de soumission de courrier qui est là, qui va faire quoi aussi? Qui va faire aussi MTA, agent de transfert du courrier, et on a le MTA qui va devenir un MDA. Donc on voit c'est en 5 étapes, ok? Five steps et je vais vous en parler. Donc tout en bas, on commence, on a quoi? On a un agent utilisateur de messagerie, un MUA, ou simplement un client en fait, hein, de messagerie, euh, qui va envoyer un message électronique. Ok? Il se connecte à un agent de soumission de courrier MSA pour envoyer son message. Ok? Ensuite, le MSA reçoit le message, vérifie les erreurs avant de le transférer vers le MTA, le mail, hein, euh, mais le transfert agent, généralement, hébergé sur le même serveur. Ok, donc un 2 3 et après ça part dans le cloud, et après ça arrive là. Troisième étape, le MTA enverra le message électronique au MTA du destinataire. Le MTA peut également fonctionner comme un agent de soumission du courrier, MSA. Ok, c'est possible aussi. Une configuration typique aurait le serveur MTA fonctionnant également comme un agent de remise du courrier, MDA. Ok, et cinquième étape, le destinataire se collectera à son email, collectera son email auprès du MDA à l'aide de son client de messagerie. Donc vous voyez que dans certains cas, hein, là ça fait deux choses, hein. Le serveur peut être à la fois MSA MTA et MTA et MDA. Ok? Donc c'est vraiment important. Ok? Considérez l'analogie suivante. Vous êtes le MUA. Ok? Vous souhaitez envoyer du courrier postal. Ok? Je veux envoyer un mail à partir de mon ordinateur. L'envoyé du bureau de poste, c'est le MSA. Ok? Il vérifie le courrier postal et pour tout problème, il s'assure que tout fonctionne avant que le bureau de poste local n'accepte votre enveloppe. Ok? Votre courrier postal. On est d'accord. Une fois que c'est fait, on a quoi? On a le bureau de poste local qui vérifie la destination du courrier et l'envoie au bureau de poste MTA. Ok? Général, hein, dans le bon pays. 4, on a quoi? On a le bureau de poste MTA qui livre le courrier à la boîte aux lettres du destinataire MTA. Ok? Là, entre, on a transité de pays. Ok? Et là, c'est la poste française. Là, c'est la poste du pays de votre destinataire. Ok? Et 5, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le destinataire, le MUA, hein, qui va vérifier régulièrement sa boîte aux lettres pour voir s'il n'y a pas du nouveau courrier. Et il remarque qu'il y a un nouveau courrier, une nouvelle lettre. Il la prend, il l'ouvre, il reçoit son message. Ok? Donc c'est bon de faire tout le temps un parallèle avec la poste, puisque le modèle a été construit dans sa conception sur le modèle de la poste. Ok? On s'est dit comment on peut. Un email, c'est une version virtuelle de quoi? D'un courrier, d'une lettre envoyée par le courrier postal. Ok? Donc les ingénieurs, dès les années 50, 60, 70, ont réfléchi à une version numérique de la poste, ni plus ni moins. Ok? Donc les serveurs de messagerie fonctionnent par analogie aux serveurs de la poste. Ok? Et la poste, partout dans le monde, n'importe quel pays où vous allez, ça fonctionne. C'est interopérable. Ok? Et peu importe la langue que vous parlez, vous pouvez envoyer un message n'importe où. Ok? Et ça fonctionnera. Il n'y a pas de barrière de langue. Ok? C'est universel. Donc ça, c'est assez puissant quand même, hein. Donc, c'est bon de faire l'analogie parce que ça fonctionne vraiment comme ça. Ok? Donc de la même manière, nous devons suivre un protocole pour communiquer avec un serveur HTTP. Eh ben, il faut également s'appuyer sur des protocoles de messagerie pour parler avec un MTA ou un MDA. Ok? Donc MTA, on a dit, je répète, hein, que ça rentre
agent de transfert de courrier. MSA, agent de soumission du courrier. Agent de remise du courrier, c'est un MDA, hein, rien à voir avec la drogue. Et l'agent utilisateur de messagerie, c'est un MUA. Ok? Donc, ça, c'est à retenir. Donc, on a le protocole de transfert de courrier simple, hein, qu'on appelle SMTP, hein, et on a le protocole POP3 ou IMAP. Ok? Euh, Là, on va développer le SMTP, hein, le Simple Message Transfer Protocol, et on verra ensuite le POP3 et l'IMAP. Ok? Le Post Office Protocol, version 3, et l'Internet Message Access Protocol. Donc revenons sur le SMTP. On a vu que c'est un protocole de transfert de mail, de courriel simple. Il est utilisé en fait pour communiquer avec un serveur MTA. Étant donné que le SMTP utilise du texte clair où toutes les commandes sont envoyées sans chiffrement, nous pouvons utiliser également un client Telnet de base pour nous connecter à un serveur SMTP et agir comme un client de messagerie MUA envoyant un message. Donc on va simuler, hein, soit votre téléphone, soit votre ordinateur qui est connecté à un client de messagerie, ok? Ou à la limite connecté en client léger chez votre fournisseur d'accès Internet. Vous savez que vous pouvez vous connecter. Moi, je suis chez Orange, je me connecte à www.orange.fr, je me connecte à mon compte et j'ai le client de messagerie léger. Ok? Donc en informatique, si vous le savez, vous le savez pas, on parle de client lourd et de client léger. Qu'est-ce qu'un client lourd? C'est une application de messagerie qui est installée sur mon ordinateur qui va me permettre d'envoyer des courriels et de les recevoir, de synchroniser mes balles, mes boîtes aux lettres. Ok? On dit lourd parce qu'il a besoin d'être installé sur la machine. Typiquement, celui que vous connaissez tous, c'est Outlook. Ok? Ou Thunderbird de, de Mozilla qui est gratuit. Ok? Euh, Par opposition à quoi? À l'application, au client léger, pardon. Hein, si c'est lourd, si c'est pas lourd, c'est léger. Léger, c'est quoi? C'est dans le cloud. C'est une application web sur le site de votre fournisseur d'accès Internet qui va vous permettre d'envoyer des mails. On appelle ça plus communément un web mail. OK? Donc ça pareil, j'espère que c'est clair. Quand vous êtes sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos PC, vous utilisez des clients lourds. Quand vous allez sur Internet, vous connectez à votre fournisseur d'accès Internet, à son site et accéder à votre boîte aux lettres, c'est un client léger, déporté sur le cloud via le webmail. Et le webmail, c'est quoi? C'est une application web. Et l'application web tourne sur le cloud de votre fournisseur d'accès Internet. Ok? Ça, faut vraiment que ça soit clair. Donc le SMTP, ça écoute sur le port 25. Pareil, à retenir par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Ok? Et pour voir la communication de base avec un serveur SMTP, on va également utiliser Telnet, hein. Et une fois connecté, on va envoyer un petit Hello Hostname, hein, pour pouvoir se connecter, établir la connexion, et on va lui rentrer notre adresse mail. Ok? Donc je vais vous montrer un petit exemple. On va se faire ça ensemble. Donc, Telnet, adresse IP. Et oui, j'ai toujours le flag, j'y arrive pas. 10, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais reprendre ça, vous m'excuserez. Donc telnet, et on lui précise le port tout le temps. Là, c'est pas le 80, c'est le 25. SMTP. Ok? Donc là, on lui dit hello, ok? Et je lui dis coucou, ici, Dodo. Ok? Il me répond, il me dit bento local mail. Ok? Et on va pouvoir commencer à taper notre mail. Ok? Alors, ok? Donc c'est notre ami Toto qui travaille à la NSA. Ok? Ça c'est le mail from. Ok?
Il me dit OK, pas de problème. Ensuite, je lui dis quoi? Je lui dis bah il faut un récepteur, hein, un reset. Le récepteur, mon destinataire, c'est quoi? C'est le FBI. OK? On va l'envoyer au FBI. Qu'est-ce qu'on peut... OK? Allez, il veut pas. FBI, il aime pas. Il est pas content. Voilà. Et je fais mes cours là. Vas-y, laisse, je vais le prendre après. OK? Alors, il m'emmerde. Mais une adresse bidon. Et je sais pas pourquoi il me bloque. Bad status. Data, tu la prendras pas. Bon, en principe, après, je tape data, hein, ça, c'est la personne à qui je l'envoie. Data, le receipt to, c'est le destinataire. Data, je vais taper mon message. Ok, techniquement, voilà, je peux faire exactement, tu vois, proprement. Je peux faire un subject, deux points, je t'envoie ça à partir de tel net. Ok, j'appuie sur entrée. Je vais lui dire ta, 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 c'est mon message. Et comme vous vous en doutez, il va recevoir d'abord la première ligne subject, hein, comme l'entête du mail, et après il va avoir le body, ok, avec le message complet que je lui envoie, ok. Une fois que j'ai tapé ce que je voulais, qu'est-ce que je fais? Je fais quitte, ok, je quitte et qu'est-ce qui va se passer? Si jamais tout est bon, vous allez avoir un message qui dit queue, ok? Genre le message passe en queue. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Ok? Il y a une file d'attente, en fait. Et attendez, je suis sur quoi là? Voilà, il y a une file d'attente et on va pouvoir mettre en queue les messages et ils vont passer les uns après les autres. C'est le principe. Ok? Il y a une sorte de file et bah, c'est le premier arrivé, premier sorti. Ok? Donc petit à petit, hein, comme quand vous faites plusieurs impressions sur une imprimante, ok? Eh ben, le premier gars qui a imprimé, il y a sa copie, et si vous êtes le 20e et qu'il y a beaucoup de documents à imprimer, il va falloir attendre, hein, que tout le monde ait terminé d'imprimer pour que vous puissiez recevoir votre copie. Ok, donc ça, j'espère que c'est clair. Hein. On, on utilise en fait, hein, donc ces commandes et après le message est en queue. Ok, donc là, vous avez les commandes, hein, vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur, mais ça peut être utile. Hello, on dit bonjour, on se présente, mail from, receipt to, ok? Et après, dans data, on peut utiliser un CR, LF ou entrée, ok? Pour formater le message, ok? Ok? Carriage return, donc parle, déplace le curseur, ça c'est vraiment pour la mise en page. Donc, on peut utiliser le carriage return, hein, et le LF qui veut dire le line feed, ok? Line feed, c'est quoi? Ça déplace le curseur jusqu'à la prochaine ligne, ok? Donc techniquement, c'est retour à la ligne, retour chariot, comme vous l'avez compris. Ok? Et on peut passer de l'un à l'autre. Ok? Donc voilà, ça, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va voir les deux derniers, hein, à savoir quoi? À savoir IMAP et POP3. Ok? Important.
Alors, le POP3, comment ça se passe? Ok? Le POP3, je vais vous mettre les diagrammes. Pareil, on va voir. Hop, 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 hop. Ok? Post Office. Donc celui-là, on l'a déjà vu, ok? On a vu comment ça fonctionnait un peu, c'est ce qui a été pris en exemple. Le SMTP, vous voyez que c'est extrêmement simple en fait, hein. C'est des files d'attente et petit à petit, la file va se vider, les messages vont partir vers les destinataires, ok? Le POP, l'IMAP, c'est un petit peu plus compliqué, comme vous vous en doutez, ok? Donc, on a quoi? Donc, le Post Office Protocol, en fait, c'est un protocole qui est utilisé pour télécharger les messages mail, en fait, hein. À partir de quoi? Du MDA, du Mail Delivery Agent, ok, du serveur MDA, comme on le voit dans la figure. Donc, le client se connecte au serveur POP3, il s'identifie, il télécharge les nouveaux mails avant de les effacer. Mais c'est optionnel, il n'est pas obligé, ok? Donc, dans cet exemple, euh, on voit que la session POP3, hein, est conduit via un client Telnet. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire techniquement? On va utiliser le port 110, hein. Il y a une authentification qui est requise pour accéder au message mail, hein. Donc, l'utilisateur va taper user frank, hein, passe plus le mot de passe, utiliser stat et faire un OK 1179 pour le reply, hein. Ça, c'est le reply, OK 1179. Et il dit, bah, il y a quoi? Il y a un message avec 279 octets. Donc tout ça, c'est basé sur la RFC 1939, hein, et ça attend une réponse positive. Ça va faire un stat, ok, au format bah, OK plus quelque chose, hein, donc on voit bien, message plus la taille, hein, et le NN correspond au nombre de mails qui sont présents dans la boîte mail. Là, on voit que c'est un parce qu'il n'y en a qu'un, ok? Et la taille en octets, ok, en bytes, ok? Et on a la commande list, hein, qui va lister tous les nouveaux messages sur le serveur, list, et bah, là, il te dit, il n'y en a qu'un, et return, enfin RTR 1, hein, qui va permettre de retrieve, récupérer le premier message de la liste. Ok? Donc voilà les commandes qu'on utilise typiquement, hein, pour ce protocole. Ok? Mais voilà, c'est bien de les. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître par cœur, mais bien comprendre ça. La différence, c'est quelles sont les commandes qu'on passe, en fait, hein. Puisque techniquement, quand vous utilisez un client de messagerie, c'est exactement ce qu'il va faire, hein. Il utilise toutes ces commandes, sauf que vous avez une interface graphique, vous cliquez, tout paraît très simple. Là, on voit vraiment ce qui se passe sous le capot. OK? Donc, techniquement, on a toutes les commandes qui sont envoyées en texte clair. On utilise Telnet, hein, pour se connecter et on voit que ça fonctionne parfaitement. À partir du moment où on a fourni le nom d'utilisateur et le mot de passe, ça fonctionne. Le problème, comme vous vous en doutez, c'est qu'encore une fois, si une tierce personne intercepte les communications, on n'est pas bon. On va se faire péter la gueule. Ok? Donc c'est pour ça vraiment que, en général, en fait, votre client, hein, votre client mail, pardon, qu'on appelle le MUA, se connecte au serveur POP3 MDA via l'authentification et télécharge les messages. OK? Et généralement, bah, tout ça, c'est derrière une belle petite interface, hein. Mais vous voyez bien que toutes les commandes qu'on rentre, eh ben, c'est ce que fait votre navigateur web, en fait, hein, quand vous le faites dans un webmail ou votre client de messagerie. OK? Et donc, sur, avec les réglages de base, hein, si vous voulez, en fait, le client mail efface le message après qu'il l'ait téléchargé. OK? Ça, c'est le comportement normal, en fait, hein, mais qui peut naturellement être changé dans les réglages, les paramétrages du client mail. OK? Si jamais, eh ben, vous avez envie de télécharger les mails d'un autre client mail. OK? Donc, on peut accéder à un même compte mail en utilisant différents clients POP3. OK? Et ça pose pas de problème. OK? Mais le souci, c'est que si jamais bah, vous effacez, hein, sur un des clients un message qui n'a pas été lu, eh ben, vous allez tout perdre. OK? Écoute, qu'est-ce qu'il y a? Traduire en français.
Ok? Donc, en fonction des paramètres par défaut, le client de messagerie supprime le message électronique après l'avoir téléchargé. Le comportement par défaut peut être modifié à partir des paramètres du client de message si vous souhaitez télécharger à nouveau les emails à partir d'un autre mail de client messagerie. Accéder au même compte de messagerie via plusieurs clients à l'aide de POP3 n'est généralement pas très pratique car on perdrait la trace des messages lus et non lus. Pour garder toutes les boîtes aux lettres synchronisées, donc on utilise IMAP. Ok? Donc ça, j'espère que c'est clair. Donc nous, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se connecter un peu et on va voir un petit peu comment ça se passe. Ok? Donc on lui précise quoi? On lui précise le port, que c'est 110 et j'utilise Telnet avec ma machine. Ok? Donc là, qu'est-ce que je vais lui dire? POP3, hein, je vais lui dire quoi? Hello there, hein, il attend une réponse de ma part. Donc je vais lui dire, moi je m'appelle Franck, ok? Password, passe, plus le passe, ok? Login, ok. Et là, je peux faire un stat. Stat, ok. Je peux faire un list, ok. Et il veut pas. Pourquoi? Parce que j'en ai zéro. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc la réponse qu'on obtient quand on fait stat, c'est 0, 0, 0. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun dans la file d'attente, hein, vous l'avez compris. Et 0 byte parce que bah il y en a aucun. Ouais, je crois qu'il s'est trompé. Ouais, il s'est carrément trompé. Ok, maintenant on passe à l'IMAP. Ok, putain, ils font des fautes, quoi. Je sais même pas comment je peux envoyer un message au gars qui a fait la salle. Bref, on verra plus tard. Donc ça on est bon, ça on est bon. Ok, tout est fait. Passons à l'IMAP et on aura fini. Donc les maps, c'est mieux, plus sophistiqué que POP3. C'est un peu moins bête, ok? L'Internet Message Access Protocol permet de garder votre messagerie synchronisée sur plusieurs appareils et clients de messagerie. Typiquement, on a envie de retrouver exactement ce qu'on a sur notre téléphone que ce qu'on a sur notre PC. Ok, un exemple, ou notre tablette. En d'autres termes, si vous marquez un message électronique comme lu lors de la vérification de votre courrier électronique sur votre smartphone, la modification sera enregistrée sur le serveur IMAP MDA et répliquée sur votre ordinateur portable lorsque vous synchronisiez la boîte de réception. Hein, c'est ce principe de réplication. On a des réplications au sein des bases de données, on a des réplications également au sein de la messagerie ou des sauvegardes. Ok? Donc ça, c'est le principe de réplication. Si on jette un petit coup d'œil à notre exemple, là, IMAP, on a quoi? Bah, dans la sortie de la console, on utilise également Telnet pour nous connecter au port par défaut du serveur IMAP. Puis, nous nous authentifions à l'aide de login avec le username password. OK? Donc, IMAP exige que chaque commande soit précédée d'une chaîne aléatoire pour pouvoir suivre la réponse. C'est pour ça qu'on ajoute le C1 et le C2. Hein, c'est ce que vous voyez exactement là. Une succession de C1, C2, C3. OK? Ensuite, nous répertorions nos dossiers de messagerie en utilisant le list. OK? Et à chaque fois, eh ben, on va lui rentrer hein, ce qu'on recherche. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on voit qu'on cherche trash, draft, sent. Hein, donc là, on va lui dire list unmark, hein, ceux qui n'ont pas été cochés et qui a des enfants. Hein, on a ce principe de parenté, de filiation père-enfant ou mère-enfant, parent-enfant, ok, que vous avez partout en base de données. C'est ce qu'on appelle l'aspect relationnel. Donc on part d'un parent et les parents ont un ou plusieurs enfants. Par contre, comme dans la vraie vie, les enfants peuvent avoir un ou plusieurs parents, je crois, si je vous dis pas de bêtises.
Donc, ok, on va vérifier de nouveaux messages dans la boîte de réception en utilisant examine box, hein, c'est ce qui se passe là, C3. Ok, et le client de messagerie donc communique avec le serveur IMAP. Ok, donc il est clair qu'IMAP envoie des informations d'identification de connexion en texte clair et que nous pouvons le voir en fait, hein. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille? Bah, c'est la première ligne, le C1. Le C1 il dit quoi? Login Franck avec le mot de passe en clair. Et l'autre qui répond bah ok, login ok. Ok, donc on voit bien que bah, les commandes diffèrent en fonction des protocoles, ça c'est pas une surprise et que bah, tout peut être sniffé. Encore une fois, pourquoi on vous parle de ces protocoles? Parce que si on avait lancé Wireshark, tout ça apparaîtrait sur notre écran, ok? Ni plus ni moins, hein, comme si on était entre, hein, attaque de l'homme du milieu, entre quoi? Entre le client et le serveur, ok? Donc ça, pareil, il faut que ça soit bien clair. Et le port par défaut, avant on utilisait le 110 pour le POP3, ici c'est le 143. Ok. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai quelques petites ressources en fin, ok, et allez jeter un petit coup d'œil. Donc cette pièce hein, couvrait divers protocoles, leur utilisation et leur fonctionnement sous le capot, entre guillemets. De nombreux protocoles standards intéressent les attaquants, comme je vous le disais en introduction. Par exemple le SMB, le Server Message Block, qui fournit un accès partagé aux fichiers, aux imprimantes et aux disques durs des réseaux, et c'est une cible de choix. Cependant, bah, cette salle n'a pas l'intention de vous donner pardon, une bonne connaissance de quelques protocoles courants et la façon dont ils fonctionnent sous le capot. C'est un survol, à vous d'aller faire de l'OSINT, aller creuser tous ces protocoles, récupérer des bouquins, récupérer, comme je vous le dis à chaque fois, des ressources, ok? Aller creuser plus sur IMAP, sur le FTP, sur le HTTP, sur le POP3, sur le SMTP, sur le Telnet, ok? Donc, il est bon de rappeler le port, hein, le numéro de port par défaut, vous devez les connaître par cœur. Ok? Vraiment. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, FTP 21, HTTP 80, HTTPS 443, IMAP 143, POP3 110, SMTP 25, Telnet 23. Ok? Donc voilà. FTP, transfert de fichiers, HTTP, World Wide Web, IMAP, POP3, SMTP, email, Telnet, accès à distance, ok? Et tout est en clair texte. Donc ça, c'est cible de choix pour sniffer les paquets réseau, ok? Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.